Jumping the Shark, ou littéralement sauter le requin, qu'est-ce que c'est? C'est ce moment où une série commence à durer un peu trop longtemps et va donc tenter des trucs pour rester dans le coup. Seulement, ça va rater et marquer le début du déclin de la série. Oh, and for the record, there was an episode of Happy Days where a guy literally jumped over a shark, and it was the best one. Effectivement, l'expression vient d'un épisode triple de Happy Days, Hollywood, diffusé entre le 13 et le 20 septembre 1977. Dans cet épisode, Fonzie est repéré par un producteur qui lui propose de passer un casting pour la Paramount. Il part donc, accompagné de la famille Cunningham, pour Los Angeles. Une fois dans les studios, le Fonz échoue au casting, mais Richie, qui lui donne la réplique, intéresse le producteur qui veut lui faire signer un contrat. Parallèlement, sur la plage avoisinante, Fonzie est provoqué par un playboy et accepte un défi de ski nautique. Afin de pimenter la chose, Fonz propose alors de sauter par-dessus un requin capturé il y a peu. Cette scène a tout du ridicule. Tout d'abord, Fonzie déambule sur la plage ou dans les eaux avec son blouson de cuir, afin de rester cool. Ou encore le saut lui-même, qui tend tellement vers le n'importe quoi que ça en devient grotesque. Pourtant, cet épisode ne marquera pas le début du déclin de Happy Days. Et la scène a été tournée pour montrer les talents de Rick Winkler en ski nautique. La série durera tout de même 7 années après cet épisode. Seulement, ce passage va à l'encontre d'un épisode précédent au cours duquel, après s'être blessé après avoir tenté de sauter à moto par-dessus 14 tonneaux, Fonzie tirera une leçon. Ça ne sert à rien de prendre des risques inconsidérés pour prouver son courage, et en cela, la scène est en rupture avec la logique narrative de la série. L'expression Jumping the Shark, on la doit à deux étudiants de l'université du Michigan, Sean Conley et John Hine, qui, en 1985, cherchaient à illustrer ce moment où la qualité d'une série chute. Il existe un équivalent cinématographique, Nuke the Fridge, faisant écho à la scène de Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, où l'archéologue se réfugie dans un réfrigérateur pour échapper à une explosion nucléaire. Mais comment peut-on sauter le requin dans une série? Enfin, de quelle manière? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la cour des geeks, je suis avec Joe. Salut. Et on est Ça va avec bien? Pilote Mag, oui ça va. Salut, ça va les gars? Ouais, ça va. Ça On va. fait ce qu'on peut. Donc Pilote Mag qui parle de séries sur sa chaîne et qui parle principalement des pilotes de séries. Et il donne son avis là-dessus. C'est toujours très bien fait en plus. Hein. Les vidéos sont toujours très qualitatives avec beaucoup d'extraits. Moi j'aime beaucoup en fait. Ah c'est très sympa, tu développes beaucoup les séries. Oui. Puis je me concentre sur le pilote pour essayer de pas spoiler la série. En ce moment, je suis sur une grosse série Batman où je présente toutes les séries depuis 1943, la toute première qui était au cinéma jusqu'aux actuelles. Donc ça me prend pas mal de temps, ça prend un peu de retard en ce moment, mais je travaille dessus, ça avance. Ouais, il y a Ah ouais. du boulot. C'est tout un programme. Alors on va faire un jeu aujourd'hui. Un petit jeu, ouais, est-ce que vous savez ce que c'est sauter le requin? Il existe plusieurs cas qui ont été répertoriés par John Hine, qui est le mec qui a créé le terme sauter le requin. Il s'est amusé à cataloguer tous les cas où des séries pouvaient sauter le requin. Le moment où la série commence à faire n'importe quoi pour se renouveler et commence à perdre en qualité. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est je vais essayer de vous donner les différents cas et à vous de trouver des exemples collants par rapport à des séries, par rapport à dans votre culture sériephile, où des séries pourraient s'illustrer dans ces différents exemples. Donc, dans un des premiers cas, il va y avoir le développement des personnages. Quand on va chercher à faire évoluer une série ou un show, on va vouloir faire évoluer les personnages, mais les plus importants, c'est les personnages secondaires. Et cela peut être parfois catastrophique. Par exemple, un personnage fort va commencer à agir de façon contradictoire par rapport à son caractère. Est-ce que vous avez des exemples de ça, où un personnage a complètement changé de manière d'agir par rapport à ce qu'il était avant? Moi la dernière fois j'avais dit Spike dans Buffy contre les vampires. Plus c'est un de mes personnages préférés. Oui, mais c'est dans la saison 5 ou 6, au moment où ils faisaient un peu n'importe quoi avec la série, où c'était le trio de geeks qui étaient les méchants. C'était une saison où ils étaient pas mal en auto-parodie, et vers la fin, ils avaient contrebalancé tout ça avec Black Widow. Donc ils avaient commencé à marquer un déclin pour refaire une remontée par derrière. Un exemple, Brian, peut-être? J'en ai pas en tête, bon, c'est plus des personnages qui sont méchants au début d'une série et qui deviennent gentils. Et du coup c'est pas trop contradictoire, c'est une espèce d'évolution de personnage du côté méchant à gentil. Ouais, moi dans les comme ça, j'avais noté Sylar dans Heroes. Il était passé de méchant charismatique à gentil amoureux et qui perd ainsi toute crédibilité. Il n'y avait pas aussi le code de Negan dans Walking Dead, non? Qu'ils avaient fait. J'ai pas regardé, mais je crois que oui, il est devenu gentil maintenant. Sinon, je pensais c'était Steve dans Stranger Things.
qui terrorise un peu, Oui. les adolescents au début de la saison 1. Et après, il devient vite gentil en fait. Dès la deuxième d'ailleurs, non? Oui, de la deuxième. Dans la deuxième, oui. Lequel plus connu, je crois que c'est dans la série Roseanne. Dans la dernière saison, la saison 9, ils vont gagner au loto. Et forcément, ça a complètement changé le mode de vie des personnages. Et on va passer de personnages de classe laborieuse qu'on s'était amusé à suivre pendant 8 saisons à des mecs qui d'un coup deviennent complètement friqués. Ça fait complètement chuter les audiences de la série. Et pour attraper le coup, les scénaristes, il veut dire que, au fait, c'était une fanfiction qu'avait écrit Roseanne sur sa vie à elle et que rien de tout ça a été fait en mode non, mais en fait, tout ça c'était un rêve. Il y avait combien de saisons dans cette série, Roseanne? Je crois bien que c'était l'année dernière, la 9e. S'il n'y avait pas une saison où ils ont fait comme si le père était mort et finalement il n'était pas mort, un truc comme ça, j'en ai entendu parler. C'est dans ces saisons-là. D'accord, où John Goodman il a eu une crise cardiaque, finalement non. Et... C'est ça. Deuxième cas, lorsque le personnage secondaire devient plus populaire que le héros, il va continuer à lui voler la vedette en permanence. Je pense à Jesse Pinkman dans Breaking Bad. À un moment, il est un peu égal au personnage principal, même un peu plus, je trouve, par moment. Il a une plus grande évolution. Mais est-ce qu'à la base, ils n'étaient pas sur un pied d'égalité les deux, donc finalement... Avant, il était très secondaire dans les premières saisons, il comptait même le tuer au début. En fait, ils l'ont gardé parce que le personnage était très populaire. Auprès des fans, ouais, et puis au fur et à mesure, il a commencé à évoluer, jusqu'au film, on va dire. Oui, voilà. Dans El Camino, c'est lui qui est au centre du truc. Moi, j'avais Sheldon dans The Big Bang Theory. J'aurais donné le même exemple. Ah oui. J'aurais donné pareil. Parce qu'à la base, ils sont tous au même niveau et finalement, c'est lui qui finit par prendre l'ascendant de la série. Quoi. Limite, c'est la série de Sheldon. Voilà, dans le pilote de la série Big Bang Theory, j'avais fait une émission dessus. C'était vraiment que deux personnages, Leonard et Sheldon, sur lequel il y avait une fille. Bon, qui n'est pas la même qui n'est pas Penny dans le pilote qui vient se greffer dessus. Bon, ils ont agrandi un peu la bande, mais c'était vraiment centré principalement sur Sheldon et Leonard. Puis au fur et à mesure, il y a Sheldon qui a pris de l'importance jusqu'à avoir sa propre série, son préquel. Mais même déjà les premiers épisodes, Sheldon n'a pas encore tous ses tics, il n'est pas encore aussi imbuvable. Ça vient au fur et à mesure de... Toujours plus que Sheldon qui était au centre dès le début. Oui, plus ou moins, mais pas dans le premier épisode. Le premier épisode, je trouve que c'est un peu équivalent, même c'est bourré d'incohérences le premier épisode, le tout premier. Oui. Parce qu'on pourrait limite croire que Sheldon a une vie sexuelle, alors que non, pas du tout, parce qu'il fait des allusions un peu. Ok. En troisième cas, j'ai l'effet Scraby-Doo. C'est quand j'ai l'effet Scraby-Doo. C'était une série qui marche bien, Scooby-Doo, avec une bande qui fonctionne. Et puis, pour renouveler un peu le truc, attirer un public plus jeune, on va rajouter Scraby-Doo, la petite mascotte sympa qui est super énervante et que personne ne peut encadrer. D'accord, je vois. Je crois que dans la série Batman, il y avait Batmite, un tout petit Batman. Batmite, ouais, c'était dans la série de 79. Oui, voilà, une vieille. Il y avait une première série chez Filmation en 68, juste après la série live. En 79, ils ont refait une deuxième saison où ils ont rajouté Batmite, qui était un fan de Batman venu de l'espace. Voilà, très énervant. Après, il a été réadapté en comics par Grant Morrison en faisant une entité qui est dans la tête de Batman quand il devient fou. C'était plutôt bien géré. Et c'est un très très bon personnage dans la série animée The Brave and the Bold, où c'est une série assez méta qui va plonger dans tout ce qu'il peut y avoir de... En gros, si ça a été fait dans Batman, on va le refaire dans l'animé. Et donc, lui, c'est le truc méta qui va chercher vraiment les trucs les plus enfouis, les plus torturés qui puissent exister. Et puis, il va s'amuser à régulièrement briser le quatrième mur, vu que lui vient d'un univers parallèle, il sait qu'il est dans un univers de fiction, et il va, justement, le dernier épisode de Brave and the Bold est entièrement un épisode où Batmite va essayer de faire sauter le requin à la série pour qu'une nouvelle série Batman prenne le relais. C'est pointu. Les différents exemples que moi j'avais trouvés pour ça, à part Scraby-Doo bien sûr, le problème c'est que des personnages qui étaient déjà implantés dans les séries, qui ont pris plus d'importance qu'ils auraient dû, comme le Steve Urkel dans La vie de famille. Ah oui. Ou Screech dans Sauvé par le Gong. Ouais, mais je crois que c'est encore plus flagrant sur ce Steve Urkel. Parce que j'ai l'impression que la série elle lui appartient. C'est un peu vraiment il y a une partie pas le début de la série ni la fin, mais plus dans le milieu là, quand ça commence à faire des machines, à remonter dans le temps, il commence à avoir 2 ou 3 rôles dans le même épisode, fait les aventures se tournent que autour de lui et du père de famille justement, Carl. Ouais. C'est limite les deux personnages quoi. En fait de cette série-là, il y a que 2 persos pour moi. Ils sont toujours ensemble. Voilà, mais problème par rapport à mes définitions, c'est que ça c'est des personnages qui étaient présents dès le début et qui ont pris plus d'importance. T'es sur Steve Urkel, c'est ça? Ouais, Steve Urkel et Screech, qui au final sont plus le personnage qui prend de plus en plus d'importance au point de voler la vedette.
que des Scrappy-Doo en eux-mêmes. Hein. Et est-ce que c'est au point de gâcher la série? Je suis pas vraiment sûr en fait. Est-ce que ça part en couille vraiment? Moi je me souviens pour ça par le Gond, je crois que c'était vraiment la raison pour laquelle je revenais pour voir la série au fur et à mesure, quoi. J'ai envie de voir les nouvelles conneries qu'il allait faire. Oui, voilà, c'est limite, hein, c'est populaire, ça rend vraiment populaire, quoi. Et là, moi, j'ai pas d'exemple spécialement, parce que... Et quand c'est quand moi tu non me dis plus. que je fais, ah oui, après, comme perso secondaire qui vole la vedette, si, j'arrive. Cody Lambert dans Notre Belle Famille, qui limite, franchement, j'adore. Moi, je trouve que c'est un perso qui arrive début de première saison, qui est finalement un neveu, et à partir de la saison 2, 3, 4, c'est la star du truc, quoi. On voit que lui dans les épisodes. Alors, en autre cas, le héros devient invincible, tellement prisonnier du concept de la série que l'échec devient complètement impossible pour le personnage. Et on s'installe une espèce de routine où, du coup, le personnage est tellement fort qu'il peut plus évoluer. Je pense à Jon Snow dans Game of Thrones. Je pense à Jon Snow dans Game of Thrones. Ah bon, t'es sûr? Ouais. Et à la fin, il a fini par finir avec les mettre aux oubliettes, quoi, tellement il était... Le mec, il s'en sort tout le temps, quoi. C'est bon. Vers la fin de la série, c'est un peu le cas de tout le monde. C'est ce que j'allais dire. C'est beaucoup de séries qui sont comme ça où j'ai l'impression que... Dans les séries où le personnage a prisonnier sur le concept, dans lesquelles je vois le plus avec Columbo par exemple, qui a toujours trouvé la petite allumette qui était là et qui aurait pu être là, ou MacGyver qui aura toujours un trombone sur lui, quoi. Mais en plus intéressant... Où le personnage il a l'air invincible. Et t'as l'inverse, t'as aussi l'effet kryptonite. Comme dans Superman, la kryptonite est quelque chose de super rare, et plus on va avancer dans les histoires, plus on va trouver de la kryptonite à chaque coin de la rue. Ouais, parce que le gars est tellement fort, quoi. Sinon, c'est plus drôle. Et justement, ils ont joué là-dessus dans le manga One Punch Man. Ils ont joué sur ce truc-là, en fait, du gars qui est tellement fort que finalement, il n'y arrive jamais à rien. C'est ça, mais il est tellement fort qu'il en est blasé. Et donc dans le dernier cas que j'ai sur l'évolution des personnages, il y a ce qu'on appelle le clair de lune. Par rapport à la série Clair de lune qu'avait révélé Bruce Willis, c'est pendant toute la série, on va suivre la tension amoureuse entre deux personnages et finalement ils vont réussir à se mettre en couple. Et à partir de là, la série va perdre énormément de son intérêt. C'est quand on peut pas, au bout d'un moment, on est obligé d'arrêter de développer la relation. Faut faire avancer le truc, mais du coup ça plombe le truc, ça gâche. D'accord. Son intérêt. C'est comme ils avaient fait dans les 2 saisons dans Friends avec Joey et Rachel, qu'ils ont fini par justement, une fois qu'ils sont mis en couple, c'est retombé comme un soufflet, et ça a duré que quelques épisodes. Il y a eu 2 saisons, il y a eu une tension, c'est monté, et finalement ça a pas pris une fois que ça a abouti. Bah t'as pareil avec le mariage entre Fran et Maxwell chez Phil dans Une nuit d'enfer. Ouais, mais c'est vraiment très, très à la fin, donc ça gâche pas vraiment. Ouais, mais c'est quand au bout d'un moment, ils pouvaient plus pousser le je me cherche, tu me cherches, etc. Ils étaient obligés de les foutre en couple. À partir de là, et ben ça a marqué la fin de la série. Voilà, comme Madame est servie en fait aussi. Bah, pareil avec ta Castle aussi, ou Bones. Oui, Bones qui a duré par contre beaucoup de saisons où ils sont en couple. Hein. Bones, c'est pas une sitcom, c'est une série policière. Ouais bah, Castle aussi, il y a eu quelques saisons. Je vais parler de Brooklyn Nine-Nine aussi. Il y a 2 flics qui se mettent ensemble à la 3e saison, et au bout de 5 épisodes, ça devient lassant, ça devient gnangnan. Je vais pas regarder après, mais je sais pas si ça continue comme ça, s'ils sont en couple pendant plusieurs saisons. Mais je sais que ça devient lourd. J'ai pas encore regardé la dernière saison, mais je crois qu'ils sont toujours en couple quand j'avais fini de regarder. Ouais, alors on attendait qu'ils soient en couple depuis longtemps, quoi. Mais quand ça arrive, on est lassé. Parce que c'est toujours en train de se chercher, ça va jamais. On aurait pu croire à ça dans Meet Your Mother, et finalement, ça a vite été avorté, quoi. Les 2 personnes principales se mettent ensemble, et au bout d'une saison, tac, et ils se remettent plus jamais ensemble. Ouais, mais là, c'est... Ouais, Meet Your Mother, t'as l'épisode de fin qui est catastrophique aussi, où c'est là où vraiment la série, elle fait on abandonne. Je sais pas, c'est pas la dernière saison catastrophique. C'est toute une saison sur un mariage, quoi. C'est un peu... Oui, c'est ça, il doit se marier avec quelqu'un, et puis au final, non, c'était pas ça. Et je crois que le pire que j'ai noté là-dedans, c'était dans Dexter, quand il y a sa sœur qui commence à tomber amoureuse de lui. Ça, c'est vraiment, on n'a plus d'idée, on sait plus comment développer les personnages. Mais la sœur de Dexter, c'était pas sa femme dans la réalité à ce moment-là, c'est pas... Ah, ça, j'en sais absolument rien. Dernier petit cas sur les personnages, c'est la Marissou. Le personnage parfait qui est le reflet narcissique de l'ego de l'auteur. En exemple de ça, j'ai Suki dans True Blood. Je connais pas trop True Blood. Après, là... en gros, c'était la fille parfaite au cœur d'un triangle amoureux et tellement parfaite qu'au bout d'un moment, c'était pas une simple humaine, c'est carrément devenu une fée, quoi. Arrivé vers la saison 3, je crois,
C'est ce qu'on appelle la Marie-Sou, la manifestation de l'ego de l'auteur. Le personnage est tellement parfait qu'il devient de plus en plus parfait et en point qu'on n'en puisse plus, quoi. Là, j'ai pas d'exemple sous la main. Maintenant, on va passer sur les changements de casting. Donc, par exemple, virer un des acteurs principaux. Bon, il peut décider de lui-même de quitter la série ou autre pour le remplacer par quelqu'un d'autre afin de continuer à faire vivre la série. Est-ce qu'il joue le même personnage ou il joue un autre personnage? Non, c'est par exemple David Duchovny qui s'en va de X-Files. On va mettre quelqu'un d'autre pour le remplacer pour faire le duo avec Scully. D'accord. Et à partir de là, la série va se casser la gueule parce que t'as plus le duo iconique qui est présent. Comme dans la série L'Arme Fatale. Martin Riggs, ils l'ont fait mourir et ils ont fait revenir Richard William Scott pour faire le rôle, qui jouait pas très bien, mais qui jouait bien. Le rôle était bien, sauf qu'il n'y avait plus l'histoire principale, il n'y avait plus les persos principaux, donc ça a pas marché. Ou comme dans l'urgence, quand t'as George Clooney qui s'en va. Comme par exemple, moi, ça a toujours marché, mais dans Doctor House, il y avait beaucoup de changements de médecins et ça m'agaçait des fois. Ils changeaient d'équipe toutes les saisons. De 1 à 5, c'est les mêmes, et après, il ne s'est plus gardé une équipe dans les dernières, quoi. C'est un peu casse-pied, je trouve que ça a perdu de son intérêt. T'as la saison où il fait tout son casting de cette nouvelle équipe avec l'amphithéâtre, où il élimine les jours au fur et à mesure, et puis on voit bien que ça prend pas trop comme technique, parce qu'au fur et à mesure, t'as ceux de son ancienne équipe qui commencent à revenir un par un, etc., à revenir sur le devant de la scène. Là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une connerie. Ils se sont dit, bon, on va faire marcher derrière, on va en garder quelques-uns qui passent bien à l'écran. Faut que ce soit vraiment les personnages principaux. Ouais. Moi j'avais la montagne dans Game of Thrones ou Ed Skin aussi dans Game of Thrones. Là ils ont changé l'acteur dans Game of Thrones souvent, c'est l'acteur qui... Sur beaucoup de personnages ils ont changé l'acteur. Des acteurs qui étaient secondaires et qui devaient avoir de l'importance, donc il fallait prendre vraiment des meilleurs acteurs plutôt que des figurants. Un truc un peu plus simple peut-être, c'est quand les scénaristes vont tuer un des personnages principaux de la série. Comme dans Dallas. C'est ça, mais qui a tué Bobby? Voilà, et finalement il est pas mort. Donc. On le retrouve sous sa douche, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Je pense au personnage de Sarah dans Prison Break. On lui avait coupé la tête et une saison plus tard elle revient. Mais là on parle des persos qui revient ou juste qui soit le personnage meurt, c'est une définition que j'ai, soit il meurt, soit il s'en va. Par exemple, t'as David Boreanaz qui s'en va de Buffy pour aller faire Angel, qui est remplacé par Riley. Et là, d'un coup, au niveau de la relation amoureuse, t'as eu une chute d'intérêt au niveau de l'histoire. C'est con, j'avais un cas pour pour le changement le personnage, c'était dans Charmed. Oui, dans Charmed, c'est un cas d'école. Hein. Le pouvoir des trois, il y a une sœur qui se barre et du coup, on sort une nouvelle sœur de son cul et puis on dit tiens, t'as vu, ça marche encore. Ouais, c'est vraiment. La série a quand même eu son succès. Ça a pas fait baisser le succès pour autant. Pour moi, la série a perdu tout son intérêt à partir de ce moment-là. Déjà que je commençais à être un peu lassé du pouvoir des trois, qui résolvait le truc à chaque fois en mode comment on va s'en sortir? Le pouvoir des trois. C'était un peu le truc sorti du chapeau. Le Deus Ex Machina. Dans les autres cas, t'as aussi l'arrivée d'un bébé dans la famille. Où on n'a plus d'idées. Souvent, c'est lié au fait qu'il y a une des actrices qui soit enceinte, donc on va intégrer ça dans l'histoire. Comme ils avaient fait par exemple avec Phoebe dans Friends quand elle était enceinte. C'est l'exemple que j'allais donner. Mais après, les bébés rentrent pas beaucoup dans la série. C'est plus la grossesse qui est mise en cause dans ce cas-là, plus que les bébés. En exemple, t'as dans Malcolm, quand Lois tombe enceinte, c'est-à-dire toute une saison, et avec t'as un nouveau membre de la fratrie après, et on rajoute des gags de bébés un petit peu partout. Mais ça donne un petit côté mignon aux séries. Hein. Voilà, mais c'est... Le bébé, c'est le personnage mignon qui est introduit. Le cas d'école qui est cité généralement, c'est le cousin Oliver dans Bradley Bunch. Je peux pas te dire grand-chose maintenant, parce que c'est une vieille série des années 60-70. Ces personnages dont le seul but était d'être mignons. En autre cas, t'as K9 dans Doctor Who, classique. D'accord, je suis pas très grand assidu. On les voit pas à l'écran, mais ils sont à l'intégrale ici. Ah, t'es un grand fan, à fond dans le Tardis. C'est ça, K9, c'est vraiment le chien robot qui a été créé pour les enfants, le petit personnage mignon qui va suivre tout le temps le docteur dans Yes Master, qui finalement, dès qu'ils ont pu le virer dans les années 80, ils étaient bien contents de s'en débarrasser. C'est toujours un bébé, souvent agaçant, mais maintenant ils font moins, il y a beaucoup de grossesses, je trouve, il n'y a plus de bébés. On les voit pas, tu vois. Comme dans Big Bang Theory, il y a 2 bébés, mais on les voit jamais. Elle a eu 2 grossesses. Ouais, mais les bébés, c'est un peu comme la mère de Howard. On l'entend tout le temps, on sait qu'elle est présente, mais on la voit jamais. Après, ils ont arrêté la maman de Howard parce qu'elle a peut-être décédé, la personne qui faisait la voix. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il y avait, donc pour revenir sur un truc, le changement d'acteur pour un même rôle. J'ai quelques exemples, si vous voulez, pour un des rôles titres. Le cas d'école, c'est Jean-Pierre, dans Ma sœur c'est bien aimé. Ah, c'est bien aimé, Ils ont changé l'acteur. Et l'autre cas, justement, c'est dans Doctor Who aussi, où ils ont changé le rôle du maître. Il était interprété par Roger Delgado.
l'acteur va mourir en 73 d'un accident de voiture, je crois, et donc ils vont faire plusieurs maîtres derrière, un qui ressemble à rien d'abord en mode un peu mort-vivant, et puis un nouvel acteur qui va arriver sur le rôle avant qu'il commence vraiment à lui changer sa tête. Et dans la série classique, c'était Anthony Ainley qui a repris dans les 80 et qui avait vraiment le même maquillage, la même tête que Delgado, en mode on appuie l'acteur, tu vas faire exactement la même chose, on va te foutre exactement la même tête. Ils n'avaient pas changé aussi le nain là dans Le Magicien ou un truc comme ça, il était parti ce acteur. Il y a un acteur nain qui jouait, qui était populaire et il a fini par partir et la série s'est complètement cassé la figure. Je crois que c'était Le Magicien la série. Ouais, ça me dit quelque chose mais j'ai pas beaucoup vu. C'est des séries M6 un peu. Ouais, mais la série bien aimée, moi je trouve que le Jean-Pierre ressemblait vraiment un peu à l'autre, donc c'est bien passé. Hein. Il a eu un petit air, c'était pas flagrant, mais ça passait. Nouvelle catégorie, la fausse bonne idée ou les fainéantis scénaristes. Oula, là on en a. Là il y en a plein. Donc le changement de contexte, les héros changent de métier ou de ville, genre les Simpsons. Ouais mais... C'est lui, ta running gag là. Oui. Parce que c'est quasiment à tous les épisodes. Oui, puis ça, je vois que j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples où le héros va tout le temps changer de métier ou de machin. Soit c'est vraiment fait exprès, comme un Code Quantum ou les Simpsons. J'allais dire Code Quantum. Bon, c'est dans la prairie. Il change de ville à un moment donné, il change de métier. Allez, plus simple. Quand, à force de rajouter des péripéties, on finit par se perdre dans ses propres complications. C'est-à-dire qu'à force, on en a tellement veut en raconter que... C'est que même les scénaristes ne savent même plus où ils vont. Je pense à la saison 3 de Prison Break. Ouais. Quand on nous remet dans une prison, saison dans une prison qui n'était pas vraiment utile. C'est ça. On est dans une prison, ensuite on est dans la campagne, on se balade partout. Ouais. On s'enfuit et après hop on retourne en prison. Ah, tu peux citer Casa de Papel là, hein. Franchement. Aussi, oui. C'est tout à fait en train de se perdre dans le truc, ils savent plus où ils vont, s'ils doivent refaire du casse, faire de. C'est le principe de la série. Et le cas d'école que j'ai, c'est Lost. Ah ouais, là c'est la fin, tu veux dire le dénouement carrément, parce que la fin de Lost est quand même cheleux. Hein. Moi franchement, j'ai jamais rien compris. Après moi je trouve que où ils se perdent beaucoup dans les scénarios, c'est dans tout ce qui est tout le Arrowverse. Je trouve que des fois ça part en micmac là-dedans, ils savent plus trop où ils en sont. Et là, il y a beaucoup, là, tu peux tout mettre, les persos qui s'ajoutent, qui servent à rien, ceux qui meurent et qui reviennent. Oui, parce que il y a des persos qui meurent, qui reviennent, il y a des changements d'acteurs, Ça change de ville. Ça change tout le temps. Ça change de terre, carrément. Autrement, quand on change le ton de la série et qu'elle passe de joyeuse à sombre, ou l'inverse. Moi j'ai trouvé Chuck où on passait d'une parodie d'espionnage, un truc un peu rigolo, tout ça, et je crois que c'est pas à partir de la saison 3 ou 4 où ça devient une série d'espionnage sérieuse et où le seul ressort comique de la série c'est le pote de Chuck qui lui aussi finit par devenir un agent secret sur la fin. Bah moi dans ce que je regarde c'est humour, c'est souvent humour d'ailleurs, et ça part pas souvent dans l'inverse. Bah t'as la saison autoparodique de Buffy aussi, la saison 6, où on est plus sur l'humour et n'importe quoi que dans le sérieux, mais c'est contrebalancé à la fin par Black Widow. C'est dans cette saison, il y a tout un épisode en comédie musicale, c'est dans cette saison 6 non ? Ouais, l'épisode musical, c'est un des cas où ça saute le requin. Ouais. Mais les épisodes de Buffy, c'est un des meilleurs. Donc après, j'ai lorsque l'arc romantique prend le pas sur le scénario et où le couple central passe son temps à se séparer et à se remettre ensemble. En gros, Friends. Ouais, Friends, ou alors Big Bang Theory, Léonard et Penny qui... Oui. On sait jamais où ils en sont, tout ce qui est série un peu comme ça. Je t'aime moi non plus. On a un peu cet effet-là dans la série Angel, je trouve, avec Cordelia. Ça, je connais un peu. Ils se tournent un peu autour et finalement ça aboutit jamais. Parce que t'allais donner un exemple, je crois. Non, j'allais passer à la suite parce que je bloquais un petit peu aussi là-dessus. Lorsque les enjeux deviennent de plus en plus démesurés. En gros, on passe d'un petit braquage d'épicerie en début de série jusqu'à sauver la fin du monde en fin de série. Bah là, tu peux dire Arrow, direct. Ouais. Le gars, à la fin, il sauve le monde. Au début, il voulait juste venger la mort de son père. Moi, j'avais Supernatural. Au début, on va chasser les vampires, les gnomes, les machins, c'est rigolo. Et puis, on va combattre Lucifer, puis les 4 cavaliers de l'Apocalypse, puis les ténèbres, et puis Gaïa. Et puis, ça monte toujours d'un cran. On sait pas jusqu'à quelle entité supérieure on va pouvoir encore combattre. Ah oui, un peu comme même on peut encore revenir à Buffy, quoi. Pareil, au début, c'est une chasse de vampires, et à la fin, ça finit par sauver carrément le monde. Et toutes ces séries-là, faut toujours que le méchant soit de plus en plus fort, et sinon les gens s'accrochent pas, c'est toujours ça reste plan. Là, ça saute le requin dans la mesure où ça en devient ridicule, quoi. C'est non mais il y a plus rien au-dessus. Bon, ben on va quand même inventer un truc qui soit encore plus fort, histoire de. Un peu à la Dragon Ball Z. C'est ça. Lorsque la série atteint son point culminant, que le mystère est résolu et que du coup toute nouvelle intrigue paraît fade. Bah, franchement, moi j'en l'ai dit tout à l'heure, mais quand je m'appelle, c'est tout à fait ça ce qui me fait penser cette série-là. C'était résolu.
absolue, la première, deuxième, et plus rien après, il avait l'intérêt. Pour moi, la série était morte et enterrée après. Il n'y avait plus rien qui pouvait venir. Toutes ces séries-là, de toute façon, il y a beaucoup de séries comme ça qui doivent s'arrêter dès qu'ils ont résolu la première intrigue, ça sert à rien de continuer. Prison Break, c'est un bon exemple. Tout à l'heure, une fois qu'ils étaient évadés, ça sert à quoi de continuer. Bon, ils ont fait une saison 6 là, qui sert à rien. Il nous faut ressusciter un personnage. Là. Moi, j'ai pensé à Glee. Une fois qu'ils ont réussi national, qu'ils ont quitté le lycée, une fois qu'ils passent à la fac, qu'il y a une nouvelle équipe qui se met en route au lycée, ça sert absolument à rien. Ouais, un peu comme Sauvé par le Gong, pareil, il y a un spin-off où ils sont plus grands ou dans un autre lycée. Je trouve que cette série est ridicule, aucun intérêt en fait. Oui, c'est Louis Rich et Pion, je crois. Oui, voilà, mais il y en a beaucoup. Hein. Là, j'en ai pas beaucoup sous les mains, mais il y en a pas mal de séries comme ça. Bah pour moi, je sais Desperate Housewives, passer la saison 1, passer le premier mystère, tous les autres mystères, ils ont perdu de leur intérêt. Et, Ouais, bah pareil pour moi, Orange is the New Black, quand ils changent de prison, je trouve qu'il n'y a plus d'intérêt. Tout est raconté rapidement dans cette série-là, en fait. Une fois qu'on change, là, qu'ils font toute la rébellion, là, qu'ils prennent le contrôle de la prison, qu'est-ce qu'ils racontent plus après ce truc-là, la dernière saison, et pour moi ne sert pas à grand-chose. Alors le cas suivant, vous allez avoir beaucoup plus de mal, je pense, à trouver des exemples. Lorsqu'on fait intervenir, non pas un personnage mignon, non pas un bébé ou le cousin qui arrive, mais carrément un alien dans la série, alors qu'elle s'y prête pas forcément à la base. En milieu de série, oui, ça marche. Celui il est musclé, ça marche aussi. Hein. Ah oui, mais en plus ça pourrait être limite le vrai cas. Parce qu'il faut vraiment arriver à un alien en milieu de série. Moi j'avais Happy Days. Happy Days, mais moi je connais pas toute la série en fait. Je connais un peu, j'en ai vu pas mal, mais j'ai jamais suivi intégralement le. Happy Days, l'alien qui va débarquer, c'est Robin Williams. Ça va donner Mork et Mindy, une série dérivée de Happy Days qui aura par la suite. Et un autre cas d'arrivée d'Alien, j'avais La Famille Pierre à Feu. Et ouais, mais là, t'es trop pointu pour moi. Des trucs où j'en ai vu, hein. J'en ai vu quelques-uns. Pas assez pour voir tous ces extraterrestres arriver. Et dernier cas que j'ai sur les fausses bonnes idées scénaristiques, c'est faire revenir un personnage entre les morts. Bah, dans Gotham, ils le font beaucoup. Ils le font 2-3 fois. Ouais, mais ça, c'est beaucoup de séries de super-héros. Hein. Ouais. Ouais, comme les comics, ouais. Parce que tu vois, ils l'ont fait dans Arrow pour faire Edge of Tomorrow derrière, faire revenir le Canary. Et donc, ou alors sinon, un personnage qui était dans des films et qui arrivait après en série, c'est l'agent Coulson dans Agent of Shield. Il était mort à la base et il a ressuscité pour la série. Là c'est vraiment dès le début. D'ailleurs c'est un drôle de cas ça, parce qu'il meurt dans le film pour revenir dans une série. Moi j'avais Sarah Tancredi dans Prison Break. Oui. La fille elle est morte, Scofield il reçoit sa tête par la poste et pourtant elle revient quand même. C'est super fort. Ouais, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ouais. Alors que on voit carrément la tête coupée, mais non, elle revient après, tout va bien. Et donc pour finir, ils vont laisser raisons diverses, comme l'abus de guest star. Tu arrives à faire une collection de guests, comme dans les Simpsons ou The Big Bang Theory. Ouais, dans Friends aussi, il y en a beaucoup. Ouais. Où l'intérêt de l'épisode revient juste à être le guest du jour. Le running gag qui devient exaspérant. L'épisode musical, où quand on continue à te dire à quel point la série est géniale, alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle a chier. Bref, it's gonna be legend. Wait for it, Derry. Et après, il y a beaucoup de choses qui vont faire sauter le requin une série, mais c'est plus des problèmes en interne, avec les scénaristes, les acteurs qui se mettent en couple, les créateurs qui vont saboter le truc, des choses qui échappent au simple scénario. Bon, en fait, il y a toujours une série qui a fini toujours par partir en couille, quoi, la série. Oui, comme toujours un moment à partir duquel les scénaristes ne vont plus avoir d'idées, ils vont se dire tiens, ça c'est une bonne idée, puis en fait non, et ça a plombé le truc et tout jamais. Souvent, ils savent pas, c'est là, elle a pas du gain, ça, l'argent. Une saison de plus, une saison de plus, une saison de plus. C'est ce qu'on verra dans les 10 prochaines saisons de Casa de Papel. Non, je crois que les gens ils ont déjà compris, ils en ont marre déjà. Si vous voulez, pour finir, j'ai noté quelques petits cas des exemples célèbres de moments où les séries ont sauté le requin. Alors certains, faut que je regarde, il y en a certains que j'ai dû citer déjà pendant notre discussion. Donc Charme de Gain, ça, saison 4, épisode 1 et 2, on en a déjà parlé, c'est quand Shannon Doherty s'en va de la série et qu'ils sortent la nouvelle sœur de leur cul. J'ai marié 2 enfants. Saison 6, épisode 12, Al Bundy's Shoes Dick. Donc depuis le début de la saison, Peggy et Marcy sont enceintes toutes les deux. Donc forcément, comme elles sont enceintes, les enfants chient à leurs maris respectifs. À la fin de la saison, malgré tout ce qui a pu se passer, et tout ça n'était qu'un rêve. Ah, donc toutes les péripéties ne servirent à rien. Tout ça n'était qu'un rêve. Miami Vice, saison 4, épisode 7,
Missing Hours, c'est l'épisode avec des aliens de Miami Vice. Ils ont été loin là. Putain, je savais même pas qu'ils avaient fait ça dans cette série. Ça s'y prête pas vraiment pourtant. Bah oui, mais qu'on n'a pas d'idée, on tente des trucs. Hein. Autrement, Chuck, saison 4, épisode 24, l'épisode où c'est Morgan Grimes qui devient l'Intersecret. Au moins, les 3 premières saisons sont à voir. Elles sont vraiment super bonnes, avant qu'ils se décident de faire une vraie série d'espionnage et pas un pastiche de série d'espionnage. Castle, saison 7, épisode 1. Richard Castle est porté disparu dans un accident de voiture et on le retrouve amnésique. Voilà, dans les 4 changements d'acteurs, il y avait Sliders aussi. Saison 5, épisode 1. T'as Jerry O'Connell qui décide de quitter la série et donc il décide par le remplacer par un autre acteur en disant non mais c'est bon, c'est le Queen Mallory mais c'est un monde parallèle donc on va le garder avec nous, il lui ressemble pas à notre Queen Mallory à nous mais c'est vraiment Queen Mallory, c'est juste qu'il vient pas du même monde que nous. Oui, il pourrait faire ça dans la Marvel. Je les vois bien faire ça moi. Si c'est pas le même monde, c'est pas grave, il lui ressemble pas. Autrement, qu'est-ce que j'avais Song Beneath the Song de Grey's Anatomy, l'épisode musical. Ça j'aime cette série là, j'aime pas du tout. Moi non plus, mais ils ont quand même été faire un épisode musical de ça. Parce que putain, c'est chiant, ça tourne plus autour des histoires de fesses que du médical. Ouais, c'est clair. Donc toi le médical, j'ai rien contre, tu vois, j'aimais bien Dr House, Urgence quelques fois. Mais là, Grey's Anatomy, j'ai jamais accroché, même depuis le début. Hein. Pourtant, chez moi, il a donné, mes parents, ils aimaient bien, moi... Trop dans le drama pour moi. Pas intéressant, les acteurs, les actrices, c'était plus un bal de beaux gosses là-dedans. George Clooney à côté, il fait pas le figure. Hein. Ah, et quoi, il y a Docteur Mamour, il y a Docteur Glamour. Et le dernier cas célèbre, c'est ce qu'on appelle le Ted McGinley. C'est un acteur qui est connu pour être le saint patron du saut de requin. En gros, c'est celui qui jouait Jefferson Darcy dans Ma vie de 2 enfants. Toutes les séries dans lesquelles il a joué, alors selon le créateur de l'expression, à partir du moment où le personnage apparaît, enfin où il joue un personnage dans une autre série, la série saute le requin. Oh putain, maintenant j'ai les exemples qui reviennent de tout à l'heure qu'on je pensais, et ça m'énerve. J'avais un changement d'acteur, j'avais dans Mon oncle Charlie, Aston Kutcher qui a remplacé Charlie Sheen. Ah oui, putain, c'est vrai, ouais. Et en plus la série elle est devenue pourrie à partir de ce moment-là. Moi j'aimais bien le ton de Charlie Sheen dedans, toujours en foutage de gueule quoi. La grosse erreur, le dernier épisode il est tellement à chier. Ça c'est les jeux comme ça, c'est bien parce que quand on va arrêter, je vais avoir tous les exemples qui vont me venir, je vais leur dire j'aurais dû dire ça. C'est toujours comme ça. C'est ça. Tu fais comme moi, tu fais des voix off, tu rajoutes les trucs derrière en disant merde, putain, je voulais te parler de ça, tu te le rajoutes en off avec un ou des exemples en vidéo et puis ça marche très bien. Et le mois du passé et puis le mois du futur. Bah, toutes les séries comme Scary Friends, Young Theory, Mitch Mother, il y a des mécaniques qui se ressemblent dans toutes ces séries-là, déjà, les séries de bande. Et donc, ouais, pour le Ted McGinley, je vous parlais tout à l'heure de Batman, The Private the Bolt, l'épisode où Batman veut faire sauter le requin. La série. Ils ont été invités, donc Ted McGinley, à faire le doublage de ton épisode de Aquaman. Ils ont dû dire, il est là, c'est bon, la série maintenant on peut sauter le requin, on est foutu, on peut passer à autre chose. Pour dire à quel point l'exemple est célèbre. Le Ryan il est perdu, on l'a pas beaucoup entendu. Il est sceptique. J'ai pas beaucoup trouvé. Ça aurait été plus facile sur les films. Et sur les films, c'est quoi? C'est le même genre en fait, c'est le même jeu. Voilà, sauf que ça s'appelle pas sauter le requin par rapport à Happy Days, ça s'appelle Nuke the Fridge par rapport à Indiana Jones. C'est sympa aussi, les deux sont sympas. Mais là, normalement, on a bien fait le tour du sujet. Bon, bah c'est tout. De toute façon, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Bon bah voilà, oui, allez voir la chaîne de Pilote Max si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah allez le voir, de toute façon, il parle très bien des séries. Et même moi, je vais pas tout regarder, mais c'est très intéressant ta chaîne, j'adore. Non, j'aime bien le montage, moi je trouve que le montage est vraiment propre. Ouais. Merci. Parce qu'on voit qu'il y a pas du temps qui est passé dessus quand même. C'est vraiment, c'est quali. J'avais beaucoup aimé la vidéo Harley Quinn. Là, Tu montes avec quel logiciel? avec Blender, qui est un logiciel de création 3D, mais qui a une très bonne partie éditage vidéo, qui fait des trucs très propres et qui est plutôt simple d'utilisation. Et tu tournes sur PC, ça, c'est sur un PC que tu tournes, pas sur un Mac. Ouais. Sur PC, ouais. Bah, bravo, c'est de la qualité, franchement. Ça doit être quand même, à mon avis, tu dois passer des fois plus d'un mois sur une vidéo. Ah ben, c'est en général 15 jours d'écriture, et une semaine pour le tournage, les voix off, les machins parallèles au boulot, et puis 15 jours pour le montage. Parce qu'on voit comme elles sortent pas, elles sortent très peu de vidéos en fait, donc c'est pour ça qu'elles sont tellement travaillées. Oui, bon, en ce moment, si on n'en sort pas, malgré le confinement, c'est pour des soucis informatiques, mais c'est en cours. Il y en a une sur le Batman de Adam West, qui est entièrement écrit, toutes les images ont été faites, les extraits sont découpés,
reste plus qu'à finir de tourner, enregistrer et monter. Ouais, mais c'est du boulot en plus, mais par rapport au nombre d'abonnés, je trouve que c'est pas payé en fait. Hein. C'est ça qui est. Ah, je sais bien. Hein. C'est pas normal, franchement. Il y a c'est des qualitatifs comme ça et une poignée d'abonnés, je trouve ça aberrant. Moi, sur YouTube, l'algorithme m'agace. Surtout depuis 5 ou 6 ans que je fais ça maintenant. Je comprendrais jamais quoi, des gens qui font des tas de merde. C'est le premier qui bouffe son hamburger ou qui se met un seau d'eau sur la tronche, ils font 1 million et puis tu travailles, tu donnes tout et puis tu fais sans. Et c'est les hasards des partages, des recommandations, des machins comme ça. Ouais, c'est le coup de bol quoi, la vidéo qui va buzzer. Alors j'ai une qui a bien marché, ça m'a sincèrement bien aimé, qui a fait plus de 20 000 vues, mais les autres, moyens, donc j'ai compris, il faut que je parle de séries de vieux pour que ça marche. Après Batman, c'est prévu, c'est déjà écrit, ce sera une vidéo sur MacGyver. Ah. Où j'ai retrouvé des choses. J'ai retrouvé le projet pilote de MacGyver en soi, enfin tel qu'il était proposé au scénariste, ça devait être 24 à la base. Bon voilà, si vous avez aimé cette vidéo, allez voir la chaîne de Pilote Mag. Et puis nous on se revoit pour une prochaine vidéo. Ouais, allez salut à tous. Salut.